Chez BCF, on prend les entreprises dès le départ et quand elles ont réussi, comme disait M. Fitzgibbon, à passer à travers the Valley of Death, quand elles ont réussi à surmonter et qu'elles sont relativement bien établies, on continue BCF et on entend souvent « Mireille, Mario, où est-ce que je vais? J'ai besoin d'injection de capital. » Et puis, on le voit dans un contexte où l'entreprise a besoin de croître, que ce soit valorisation de ses produits, commercialisation, croître au niveau des exportations, également croître non pas de façon intrinsèque, mais via acquisition, Walid en a parlé, et aussi, pour reprendre Walid, de plus en plus sécuriser une partie de leur fonds de pension. Ils n'ont pas fini, ils veulent continuer, mais il faut sécuriser une petite partie de ce qu'ils ont déjà bâti. Les joueurs qu'on a ici aujourd'hui sont là pour ça. Souvent, l'entrepreneur nous demande « Mireille, je vais vers qui? » Alors aujourd'hui, je leur cède la parole parce qu'ils vont nous expliquer qui ils sont, comment ils peuvent vous aider, parce que l'objectif aujourd'hui, Mario l'a dit, c'est d'aider nos entrepreneurs. C'est toujours notre priorité chez BCF et ça sera toujours notre priorité. Ils vont vous entretenir aussi pour vous dire comment vous préparer, comment ils voient la relation avec vous, puis en fait, comment pourrait être, on appelle ça la sortie ou le exit. Sans plus tarder, je vais commencer avec Claude. Claude, l'entrepreneur, je vais poser la question également après à Alexandre et à Dany. Comment est-ce qu'il se prépare pour venir vous voir? Écoutez, je pense que ce qui est important lorsque nous, on regarde une proposition, c'est de s'assurer que l'entrepreneur a déjà fait une certaine réflexion sur quel est le besoin réel qu'il cherche à combler. Parce que vous pouvez avoir un investisseur qui va rentrer chez vous dans le capital, soit pour financer un besoin bien particulier, dans lequel vous avez besoin d'une injection dans votre fonds de roulement pour faire un projet, ou d'un autre point de vue, c'est que vous avez atteint une étape où vous aimeriez diversifier votre valeur nette accumulée. Et bien souvent, l'entrepreneur, l'entreprise, c'est son principal investissement personnel et de tout sa famille. Alors, je pense qu'il faut réfléchir à ça parce que savoir que si, en même temps, on veut retirer du capital de la société ou si c'est le principal désir que vous avez, c'est important, ça va influencer avec quel joueur vous allez parler. Et de ce côté-là, à la banque, c'est important pour nous de ne pas seulement injecter dans le capital pour supporter des projets, mais également supporter l'entrepreneur qui est rendu à une étape dans sa vie, qui veut diversifier son risque, qui est tout investi dans son entreprise, puis on n'a aucun problème à faire des transactions qu'on appelle du secondaire, dans laquelle on va racheter en partie votre capital. Excellent. Alexandre. Oui, Mireille, pour moi, en fait, je recommande toujours aux entrepreneurs qui sont à la recherche de capital de croissance de faire un peu comme Claude disait, vraiment un travail de prospection. Hein. Il y a deux choses qu'il faut faire. D'abord, il faut être au courant qu'il y a différents instruments de financement qui sont disponibles. Il y a plusieurs alternatives et en fait, c'est votre rôle comme entrepreneur de déterminer probablement la structure de financement qui correspond le mieux à vos besoins. Ça, c'est une chose. Ensuite, informez-vous aussi également sur l'investisseur que vous approchez. C'est quoi sa culture? C'est quoi son approche? Vous êtes sur le point d'aller sélectionner un investisseur à long terme. Alors, vous voulez vous assurer qu'il y a un fit avec votre propre culture, avec vos objectifs, votre plan d'affaires. Et vous voulez surtout commencer à développer des liens avec un investisseur à long terme. Alors, est-ce que cet investisseur-là va être capable de poursuivre dans des rondes de financement subséquentes et de pouvoir vous accompagner dans la croissance de l'entreprise? Ça, c'est une chose très importante. Une des choses qu'on fait moins bien, je crois, comme entrepreneur, c'est oui, le capital, c'est important, mais la valeur ajoutée derrière le capital l'est tout autant. Alors, est-ce que l'investisseur que vous allez sélectionner a une expertise dans votre domaine? Est-ce qu'il a un réseau de connexion? Est-ce qu'il est capable de vous ouvrir des portes? Est-ce qu'il peut vous mettre en contact avec des clients, des fournisseurs potentiels? Alors, c'est tout ce qu'on appelle « value beyond capital » qui est excessivement important. Dites-vous toujours, quand vous êtes un entrepreneur qui est à la recherche de capital de croissance, vous êtes en mission. Et votre mission, c'est d'aller convaincre un investisseur potentiel à vous faire confiance et à investir dans votre croissance. Alors, bâtissez une histoire, bâtissez un plan d'affaires qui est cohérent, mais qui est simple. En fait, ce que vous voulez, c'est que l'investisseur qui est devant vous comprenne votre histoire
Évitez, je vous dirais, là, tous les termes qui sont très, très, très spécifiques à votre industrie, des acronymes qui pourraient perdre l'investisseur plus que vraiment une saine compréhension de ce que vous avez essayé d'accomplir. Alors, bâtissez une histoire, avancez-la, présentez-la avec beaucoup de conviction, avec beaucoup d'ambition, je vous dirais. Restez humble. Restez réaliste également. Alors, un plan d'affaires qui est réaliste, des états financiers qui vont être réalistes également, vont avoir une certaine résonance auprès de votre investisseur. Soyez prêts, alors soyez très bien entourés d'aviseurs légaux, d'aviseurs financiers qui sont là pour vous aider également. Dans le meilleur des cas, ayez un conseil d'administration, un comité aviseur qui peut vous aider dans votre planification stratégique, c'est très important. Soyez précis, et ça, c'est une erreur qu'on voit souvent. Soyez précis dans vos objectifs et vos besoins. Combien de capital vous avez besoin? Comment vous allez le déployer dans la croissance de votre entreprise? C'est fondamental. Et dites-vous que dans la croissance de capital, dans le capital de croissance, ce qui est important, c'est d'être proactif. Vous ne voulez pas être pris dans une situation où vous êtes sous pression. Parce que quand vous êtes sous pression, à ce moment-là, les leviers de négociation avec des investisseurs potentiels, il y en a moins. Hein? Alors, vous sentez la pression. Alors, habituellement, quand vous contrôlez bien votre plan d'affaires, vous êtes capable de voir venir les choses, préparez-le, et à ce moment-là, bien, vous bénéficiez du temps nécessaire pour bien négocier avec l'investisseur potentiel. Excellent conseil. Oui. Danny, le fonds, comment ça se passe chez vous? Comment ça se passe? Bien, chez nous, puis je n'ajouterai pas, il y a de bons commentaires qui ont été mentionnés. Je vous dirais, on parle beaucoup de l'entrepreneur, puis c'est tout à fait normal, c'est lui qui est à la tête de l'entreprise. Mais moi, j'invite les entrepreneurs également à montrer l'équipe aussi. Parce que ce qu'on essaie d'éviter de plus en plus, c'est, puis là, avant ça, on appelait ça des one-man shows. Aujourd'hui, je dirais des one-person shows, pour, tu sais, one-woman ou one-man show. C'est important d'avoir l'équipe également devant nous. Donc, de savoir que finalement, si l'entreprise, c'est une manufacturière, bien, qui est en arrière du plan d'affaires au niveau manufacturing? Le CFO, ainsi de suite. Donc, moi, je vous inviterais vraiment à venir faire une présentation avec vos key persons, vos personnels clés dans l'entreprise. À ce moment-là, pour nous, ça nous permet de poser des questions sur chacune et de comprendre la business, mais à chacune des phases, que ce soit au niveau opérationnel, que ce soit au niveau CFO. L'entrepreneur ne peut pas être tout en même temps. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect également, soyez transparent également. N'hésitez pas à nous parler de vos enjeux aussi. Parce qu'à ce moment-là, si on comprend bien vos enjeux, on l'a mentionné, hein, c'est un partenariat de long terme. Nous, on est des investisseurs à long terme. Donc, si on comprend bien les enjeux, on est en mesure de voir est-ce qu'on est capable d'être complémentaire. Comment on va apporter de la valeur réelle au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau du conseil d'administration, à titre d'exemple, que ce soit au niveau des relations qu'on aura à long terme à ce niveau-là. Donc, c'est important. Nous, on s'est retirés la semaine dernière dans une transaction parce que finalement, à force de dialoguer ensemble, on s'est rendu compte que ça ne serait pas un bon mariage entre nous. Et ça, je pense que des fois, on fait l'erreur d'y aller quand même si on a des petits doutes, etc., puis qu'on n'achète pas nécessairement toute la thèse, on dit on va le convaincre en cours de route. Ça ne fonctionne pas. Moi, je pense que si on a un doute mutuel, il faut se le dire et dire non, regarde, peut-être pour une prochaine fois. Aujourd'hui, le timing n'est pas là parce qu'on n'est pas capable d'avoir un alignement d'intérêt solide en partant. C'est intéressant que tu nous dises ça, Danny, puis je vais te demander de poursuivre. Souvent, même pour les conseillers d'affaires comme nous, on pense que l'on sait ce que vous recherchez, ce que ça va prendre, là, des exemples concrets, que ce soit management, que ce soit value, shift, vente, pour que le client trouve un partenaire chez vous. Mais on n'est pas aussi aiguisé, puis vos plans évoluent, puis il y a des exceptions, hein, chaque règle a son exception. Peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que ça prend, là, justement, pour vous décidiez d'investir avec l'entreprise, puis peut-être même ce qui vous distingue un peu? Bien, je vous dirais, ce qui nous distingue, nous, au niveau du Fonds de solidarité FTQ, c'est clair, c'est l'expertise sectorielle qu'on a à l'intérieur de l'organisation. On a une équipe qui est bâtie où chaque personne a son expertise et qui fait souvent et a son réseau. Donc, que ce soit quelqu'un en agroalimentaire, il ne fera pas le lendemain une transaction en sciences de la vie. Non. Quelqu'un en sciences de la vie va faire des transactions en sciences de la vie. Donc, on apporte avec ça une expertise, une compréhension des enjeux, puis également un réseau également, du maillage avec des entreprises. Et donc, on est sûr. Donc, ce que ça permet de faire, c'est vraiment d'ajouter de la valeur réelle par rapport à cette expertise-là. Ce qu'on veut également, ce qu'on recherche aussi, c'est après la transaction, est-ce que la transaction qu'on bâtit, on a parlé de structure de capital,
est raisonnable? Est-ce qu'on s'assure on a bien identifié les risques, les facteurs de mitigation sont là, et s'il arrive quoi que ce soit, on veut dire là, la croissance, l'économie va bien, puis ainsi de suite, mais bon, tôt ou tard, il y aura un ralentissement, il y aura un ralentissement économique, mais est-ce qu'on a la marge de manœuvre dans le plan financier pour s'assurer qu'on va passer à travers ce ralentissement si ça ne se passe pas comme on avait prévu, que ce soit au niveau des ratios bancaires, entre autres. Et ça, c'est un dialogue qu'on va établir avec l'entreprise pour s'assurer de dire, regardez, là, nous, voici tes prévisions à toi, on est d'accord avec ça, mais voici ce que nous, on voit également, et voici les risques. Donc, s'assurer d'avoir une bonne transaction pour que finalement, le mariage ne vire pas au cauchemar le lendemain. Là. J'aimerais t'entendre, Claude, sur le même point. Oui, tout à fait, merci. Écoute, avant d'aborder le point de qu'est-ce qui nous distingue, je pense que c'est important, c'est un excellent point, parce qu'au Québec, contrairement au Canada, il y a beaucoup de joueurs locaux qui offrent du capital. À l'extérieur, il y en a moins. Donc, je vais y revenir. Peut-être juste pour situer les entrepreneurs dans la salle, en termes de qu'est-ce qu'on recherche, nous, là où on intervient, si vous voulez, comme actionnaire, un EBITDA positif, typiquement 3 millions et plus. On va faire une transaction dans laquelle notre chèque d'équité va être entre 10 millions, typiquement, en moyenne, mais c'est à partir de 3 jusqu'à 25 millions de dollars. Notre participation au capital action va être typiquement autour minimum de 10 % et on va aller jusqu'à 49 %. Ceci étant dit maintenant, qu'est-ce qui nous distingue? Je vous dirais, c'est le réseau. Le réseau, tous les investisseurs ont un réseau. Celui de la BDC est très particulier et différent. Un entrepreneur qui cherche à croître au travers du Canada, qui veut vraiment se donner un axe de croissance canadien vers l'ouest, bien, il faut vous dire qu'on a 56 000 clients entrepreneurs comme vous, de Saint-Jean-Terre-Neuve jusqu'à Victoria en Colombie-Britannique. Donc, lorsque vous cherchez une nouvelle clientèle, un nouveau marché, nouveaux fournisseurs, même des cibles d'acquisition, c'est là que nous, on peut faire jouer un réseau distinct des autres, qu'on est très, très près de beaucoup d'entrepreneurs et on peut essayer de vous mettre, je ne vais pas répéter l'expression qu'on a vue à Tinder, mais je pense que c'est un peu ça, c'est de trouver est-ce qu'il y a un match, qu'est-ce que vous cherchez. Donc ça, c'est, je pense, la particularité. Et comme tous les autres investisseurs institutionnels, nous sommes patients. Nous n'avons pas d'horizon déterminé de sortie, donc la patience est là. Donc, s'il y a une chose à retenir, le réseau. Ouais. Alexandre? Moi, je vais répondre en deux volets, Mireille. D'abord, si on avait à simplifier la chose au maximum, les facteurs qui vont faire en sorte qu'on va participer à du capital de croissance, il y a probablement 5 ou 6 facteurs. Le premier, le plus important, Dany l'a dit, c'est la qualité de l'équipe qu'on a devant nous. Alors, est-ce que c'est une équipe qui a des compétences qui sont complémentaires? Est-ce que c'est une équipe qui est capable de déterminer une vision qui est claire? Est-ce que c'est une équipe qui, pour transférer cette optique ou cette vision en réalité, est-ce qu'elle a un plan d'exécution qui est solide, un plan d'opérationnalisation qui l'est tout autant? Une équipe aussi qui a l'humilité de s'entourer d'aviseurs, comme je le disais, là, de gens qui vont travailler dans leur direction. Alors ça, c'est une chose. On va s'attarder bien sûr aux produits, mais je te dirais beaucoup moins dans les qualifications techniques du produit. On va aller chercher beaucoup plus les bénéfices du produit, sa valeur distinctive, quelle est la pertinence du produit, l'impact, les atouts du produit, parce que c'est lui qui va déterminer un peu la profondeur du marché et également le prix que les consommateurs ou les clients de nos entreprises seraient prêts à payer. Alors, une fois qu'on a déterminé le produit, je te dirais, là, oui, on regarde le marché. Et malheureusement, comme vous le savez, ce n'est pas parce qu'on a un meilleur produit qu'on a nécessairement un marché. Alors, encore une fois, c'est toute une question de valeur perçue de la part de vos clients qui va faire le marché. Et toute votre habilité à commercialiser, à distribuer votre produit ou votre service. Ensuite de ça, évidemment, on va regarder la situation financière. On va regarder si elle englobe bien votre plan d'action. On va, nous, apprécier de voir des scénarios. Pourquoi? Parce qu'on sait que dans 95 % des cas, même si on a très, très bien planifié la croissance de notre entreprise, les choses n'arrivent pas comme on l'avait espéré. Alors, d'avoir des scénarios, ça démontre votre propension à vous adapter, à devenir agile et à pouvoir rebondir si les choses n'arrivent pas exactement comme vous l'aviez souhaité. L'autre chose qu'on va regarder, c'est l'alignement d'intérêts des investisseurs autour de la table. Souvent, on n'est pas seul, là, particulièrement quand on est dans du capital de croissance. On parle souvent
de montants d'argent qui sont importants. Nous, chez Investissement Québec, on va faire une analyse de chacun des investisseurs qui est autour de la table pour voir si nos objectifs sont alignés, si on a la même compréhension du plan d'action, si les objectifs qui sont fixés sont communs pour tout le monde. Et l'autre chose qu'on va discuter avec l'entrepreneur, c'est d'avoir un certain horizon sur l'exit. Alors, c'est quoi votre vision en tant qu'entrepreneur? Quel est l'horizon à laquelle vous voyez, par exemple, le rachat de notre position? Est-ce que ça va être avec les actionnaires actuels? Est-ce que ça va être une question de gestion de relève? Est-ce que ça va être un premier appel public à l'épargne? Alors, c'est des facteurs, en gros, là, si j'avais à simplifier, qu'on va prendre en considération. Puis, évidemment, quand on parle de croissance par acquisition, bien, tous ces facteurs-là, on va les attribuer également à la cible que vous avez identifiée, en plus, bien sûr, d'évaluer si cette cible-là, elle est en lien avec votre plan d'action. Maintenant, les facteurs distinctifs, on entend beaucoup parler d'Investissement Québec actuellement. On a entendu le ministre également nous donner des nouvelles orientations. On est prêt, on a très hâte. En fait, nous, on veut être on aussi dans le marché. Il faut comprendre que, tout comme la BDC, Investissement Québec, c'est une organisation de développement économique. On a comme mission de favoriser l'investissement privé au Québec. On est là pour être un vecteur de création de richesse sur notre territoire. On va s'intéresser particulièrement à des projets qui répondent aux enjeux de notre économie. On en a entendu parler, des enjeux de productivité. Tout ce qui est diversification de nos sources d'exportation va être très importante. Et également, j'ajouterais la croissance de nos PME à impact élevé. Alors, ce qu'on appelle le scaling up. On a une économie qui est très florissante en PME. Tant mieux, ça fait de nous des gens plus agiles, plus flexibles, mais il faut être capable d'amener certaines de ces PME qui sont des meneurs potentiels sur l'échiquier international à un autre niveau de croissance, au stade de grande entreprise. Alors ça, c'est le genre de projet qu'on va s'intéresser. Quand on s'implique dans une transaction, nos transactions vont se faire selon les conditions de marché. Alors, on va refléter une tarification, des conditions qui reflètent le risque qu'on va prendre et les instruments qu'on va utiliser. On est un joueur de complémentarité. Alors, on a entendu le ministre qui dit « on ne veut pas un investisseur Québec qui compétitionne avec l'écosystème privé ». Et je peux vous garantir que c'est une corde très sensible chez nous. On est un coéquipier, on n'est pas un concurrent. On n'est pas là pour remplacer de l'argent privé. On fait énormément de partenariats. Que ce soit avec le Fonds de solidarité, que ce soit avec la BDC, que ce soit avec toute autre institution financière. Mais la complémentarité, il faut la comprendre aussi avec un aspect un peu plus allongé, je vous dirais. Les marchés des capitaux, actuellement, bon, on ne se comptera pas d'histoire, il y a énormément de capital sur le marché. Par contre, il reste des inefficiences. Et les inefficiences viennent souvent d'une perception de risque, soit dans une industrie, soit dans une géographie. On sait qu'en région, on est peut-être moins présent dans le capital. Ça peut être une conséquence, par exemple, d'une industrie qui est très cyclique. C'est là qu'Investissement Québec doit jouer. Donc, oui, en partenariat, mais également pour remplir des inefficiences. Une autre chose qui nous distingue, puis je vais finir là-dessus, je vous dirais qu'on est un guichet unique. Et je crois que pour l'entrepreneur, c'est un très grand avantage. L'entrepreneur n'a pas le temps. L'entrepreneur a d'autres problèmes. Il doit se concentrer sur la croissance de son entreprise. Alors nous, tous les services financiers du capital de croissance sont livrés sous un même toit et c'est notre équipe des comptes majeurs qui va faire ça. On va aller du plus risqué en capital action jusqu'au plus sûr en dette senior et tout ce qui est entre les deux, la quasi-équité, la dette subordonnée, etc. Merci. C'est intéressant de voir que tous les aspects qui ont été discutés par le panel de Mitch Garber, le panel de Raymond Chabot, est repris. Puis en 25 ans d'expérience, j'ai constaté que vous êtes des piliers, naturellement, là-dedans, parce que, un, vous faites de tout. Deux, vous avez des équipes très, très, très professionnelles, très knowledgeable au niveau de l'industrie et du marché. Mais vous avez aussi une grande différence quand je vois des investisseurs étrangers venir ici. Souvent, on va dire à nos entrepreneurs, on aimerait ça que vous parliez à la BDC, à IQ, au fond, parce que they're patient money. Et ils disent, mais oui, mais les autres, Mireille, ils vont rester. Non, 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 non. Il y en a qui ils vont d'emblée venir te dire, moi, je veux un put dans 3 ans, I'm out. Puis si je vois que l'offre arrive, je vais te serrer là, jusqu'à ce que tu vendes et que tu l'acceptes. Puis c'est une question que souvent, on voit nos clients ne posent pas la question. Je dis, mais pourquoi tu ne la demandes pas? Ben oui, mais Mireille, si l'offre est bonne. Non, 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 non. On bâtit des entreprises au Québec pour les garder ou pour les vendre, mais peut-être à d'autres entrepreneurs au Québec. Je veux vous entendre. C'est toujours difficile de parler exit, là,
Mais si je commence par toi, Claude, c'est quoi la stratégie? Est-ce qu'il y en a une? Je sais que vous êtes patient, ça, je l'ai vu souvent dans les dossiers. Mais à un moment donné, il faut faire le retour sur investissement. C'est clair. Tout investisseur, la première question qui se pose, c'est est-ce que j'ai une sortie potentielle? Si j'en ai pas, je ne pourrais pas l'investir. Et même si on a un rôle et un mandat public, un des objectifs poursuivis par notre actionnaire, essentiellement, c'est de nous dire, mais soyez profitables dans l'exécution du mandat, sinon vous n'aurez plus de capital. Donc, veut pas, c'est toujours en arrière comme décision fondamentale. Moi, j'ai 2 mots pour l'entrepreneur. Flexibilité, optionnalité. Flexibilité, ça veut dire que toutes nos sorties, oui, nous avons, comme bien les joueurs, une formule de sortie. Mais la durée et l'horizon pendant lequel nous allons rester va dépendre de votre vision et de votre horizon. Si vous voulez faire une transaction parce que dans 5 ans, vous voyez autre chose, il n'y en a pas de problème. Si vous voyez plus long que ça, il n'y en a pas de problème. On est là pour vous aider à atteindre cet objectif-là. L'optionnalité, donc ça va être du cas par cas qui va être décidé, même si on a une formule. L'optionnalité, dans le sens, c'est qu'on est très conscient aussi qu'on ne veut pas créer, parce que souvent les formules, contrairement au venture capital de risque, où il y a plusieurs investissements, plusieurs rondes, il n'y a personne qui a une clause de put, si vous voulez, en capital de risque, ça ne fait pas de sens, parce que ce sont les actionnaires qui, de toute façon, les investisseurs qui contrôlent le conseil, qui contrôlent l'actionnariat, c'est eux qui vont décider quand est-ce qu'on vend la société. Donc, ce n'est pas nécessaire. Dans le cas des participations privées d'un institutionnel qui rentre bien souvent seul comme actionnaire institutionnel externe avec un entrepreneur qui le contrôle, ça change la perspective. Donc, il faut qu'il y ait une façon de créer une liquidité. Donc, ça veut dire que les joueurs, comme nous, vont tous avoir une formule de sortie. Nous, ce qu'on dit, c'est oui, il y en a une formule, mais c'est un cas par cas. On s'aligne avec votre horizon, puis on va tout faire pour vous aider à atteindre cet horizon-là. L'optionnalité, c'est qu'on ne veut pas créer, parce que cette formule, généralement, d'un put, va créer sur le bilan des entreprises, dans l'année qui précède le put, un passif éventuel. Et nous avons développé une formule qui permet de ne pas avoir un passif. Et c'est là l'optionnalité, c'est qu'on va offrir des options à l'entreprise de racheter les actions pour les annuler ou d'offrir aux actionnaires de racheter. Et si on n'arrive pas à s'entendre de cette façon-là, on va s'entendre pour c'est quoi la prochaine étape et qu'est-ce qu'on fait ensemble pour créer cette liquidité. Généralement, lorsque l'entrepreneur et l'entreprise décident de ne pas exercer chez nous nos options, de nous racheter, c'est parce qu'ils ont un objectif aussi de générer une liquidité pour eux-mêmes aussi. Alors, on le travaille ensemble. On n'a pas de, si je peux rajouter par rapport à ça, on n'a pas de contraintes par rapport à soit un siège social ou un contrôle étranger. Donc, toutes les transactions sont sur la table, vont être considérées. Pourquoi? Parce que ce qu'on pense, c'est que la richesse qui est créée lorsqu'un entrepreneur part une entreprise et l'amène à un certain stade et crée de la richesse, elle est sur papier. Lorsqu'il l'encaisse, bien, je vous rappelle à ceux qui ont suivi leur cours d'économie à l'université, John Maynard Keynes, la propension marginale à épargner d'une part, mais d'abord et avant tout à dépenser ou à consommer. C'est clair que lorsqu'on crée une richesse ici, un entrepreneur qui réussit à encaisser la richesse qu'il a créée, il va faire de l'argent avec, il va faire quelque chose. Il va en garder une partie probablement bien investie, mais il va aussi réinvestir dans l'économie. Il va relancer quelque chose, il va dépenser localement. Donc, c'est également un facteur extrêmement important dans la création de richesse de notre économie que de permettre aux entrepreneurs de créer une liquidité sur son investissement principal. Donc, on n'a pas de problème avec ça. La seule contrainte, je n'appelle pas ça une contrainte, dans le fond, c'est que dans notre acte, dans la loi de la BDC, on doit s'assurer que l'entreprise ait une activité économique ici. Alors, qu'elle soit détenue par quelqu'un d'autre, notre objectif, c'est de pas de dire, bien là, on va faire une transaction pour empêcher que quelqu'un d'autre vienne acheter. On est ouvert, on essaie de bâtir la société, la valeur de l'entreprise, puis lorsqu'il y aura une monétisation, bien, tout le monde va en profiter. Merci. Très intéressant. Dany, j'aimerais t'entendre là-dessus parce qu'il y a des changements dans l'air au fond aussi, mais vous avez toujours été, en tout cas, j'ai les rides pour le prouver, là, en 25 ans, des partenaires même parfois tellement patients que vous avez même trouvé les acheteurs pour certaines entreprises parce qu'à un moment donné, il faut sortir. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il y a toujours des clauses de sortie dans les transactions, mais on n'est pas dogmatique par rapport à ça. Puis pour nous, la meilleure transaction, c'est quand on peut refaire des investissements et réinvestir pour faire une croissance sur un horizon de long terme. Donc, on est un joueur de long terme.
On n'a pas de pression à retirer nos billes dans une entreprise, pas du tout comme un fonds de private equity à titre d'exemple. Et pour nous, et c'est arrivé, ça arrive fréquemment, lorsqu'une transaction, lorsqu'un entrepreneur décide, pour une raison à 65, 70 ans, il décide de passer le fleuron à quelqu'un d'autre, notre mission première, nous, qu'on se donne, c'est de trouver un acheteur au Québec. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc, de réaliser une transaction win-win, à la fois gagnante pour l'entrepreneur qui a bâti tout son héritage dans son entreprise, et également d'avoir une entreprise émergente qui va pouvoir faire la suite de cette histoire-là. Et ça, on a travaillé, entre autres, sur des transactions des fonds. Puis c'est des transactions de longue haleine. C'est sûr qu'une transaction comme ça ne se réalise pas en 3 mois. Ça se réalise souvent sur 1 an et demi, sur du long terme. Donc, pour nous, la meilleure sortie, c'est vraiment qu'une entreprise du Québec réussisse à faire en sorte que cette entreprise-là poursuive son plan d'affaires dans le long terme. Par la suite également, l'autre sortie qu'il faut de plus en plus réussir à réaliser dans des tailles assez significatives d'entreprises, bien, c'en est des compagnies publiques. On manque d'IPO ici au Québec et il faut absolument trouver une façon d'augmenter ce nombre d'IPO-là. Puis je vais finir sur la complémentarité. Nous, on croit profondément. On est chanceux au Québec, on a des institutionnels solides qui ont toujours accompagné les entreprises du Québec à croître. Donc, que ce soit avec la BDC, que ce soit Investissement Québec ou avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, on est là pour être complémentaires. Puis si on peut faire une transaction ensemble et amener l'entreprise encore plus rapidement vers une expansion, on va le faire. Ça, on n'a aucun problème avec ça, au contraire. Absolument. Alexandre, tu vas avoir le dernier mot. Oui. Moi, je te dirais, Mireille, 2 choses. D'abord, il faut partir du principe que nous, on a une approche evergreen. Donc, quand on a un portefeuille, quand on a une entreprise dans notre portefeuille, notre stratégie, c'est de réinvestir au sein de cette entreprise-là jusqu'à temps que les objectifs qui avaient été fixés soient rencontrés. Alors oui, on est là sur le très long terme. Oui, on est sur le très long terme, mais nous, dans nos conventions d'actionnaires, on va avoir des clauses de put qui vont être négociées, donc avec un privilège de vente. Habituellement, après un certain horizon, ça va entre 5 et 8 ans. Mais je dois vous avouer, en tout cas à mon souvenir, ce n'est jamais arrivé qu'on l'ait exercé. Mais elle est là quand même dans l'éventualité où on veut prévoir une sortie. Dépendamment des situations, dépendamment de ce qu'on a été capable de négocier dans les conventions d'actionnaires, les droits de gestion contrôlés, ce qu'on va favoriser un peu comme le Fonds de solidarité, dans l'éventualité où il y a une sortie d'Investissement Québec, ça va être d'être acheté par les investisseurs actuels. Pourquoi? Bien, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous, on fait un grand travail à savoir si on est aligné dans nos objectifs, puis si les objectifs sont cohérents. Donc ça, c'est une des sorties possibles. La deuxième, si ce n'est pas possible, on va essayer d'aller chercher un partenaire qui est stratégique pour l'entreprise. Donc, comme je le disais, là, le value beyond capital. Capital, très important, mais après ça, quelle est la valeur que cet investisseur stratégique va apporter à l'entreprise? Comment elle va pouvoir l'apporter à son prochain scaling up strategy, là, de la faire grossir encore plus? On va regarder, bien sûr, la gestion de la relève. On va favoriser ça également. Donc, je vous dirais, nous, on est très sensibles quand on vend nos positions à nous assurer qu'on les vende, que ces intérêts soient d'ici ou d'ailleurs, qu'ils comprennent bien que notre mandat à nous, c'est de protéger la création de richesse au Québec, de protéger les opérations de cette entreprise-là au Québec et de les faire croître. Alors, au lieu d'exporter la richesse qu'on a créée, c'est plutôt de l'importer et de la garder au Québec. Alors ça, c'est fondamental pour nous. On est un joueur de private equity, on est dans le placement privé. Par contre, il y a des stratégies pour plusieurs entreprises de les amener jusqu'à un premier appel public à l'épargne, un IPO. Et je peux vous garantir qu'on va aller jusqu'au bout du chemin avec eux. Maintenant, une fois que l'entreprise est publique, on va prévoir une stratégie de désinvestissement, mais qui va être très graduelle. Pourquoi? Je vous dirais pour 2 facteurs principaux. La première, c'est qu'on va désinvestir si et seulement si le titre se transige de façon optimale dans les marchés publics. C'est-à-dire qu'on ne veut pas porter atteinte à la valeur du titre ou à la valeur de la société qui est transigée en bourse. Alors ça va être pris en considération. Le deuxième facteur, c'est qu'on ne veut pas rendre vulnérable l'entreprise québécoise à une prise de possession hostile d'intérêts qui n'a justement pas le bien-être des opérations au Québec ou la croissance des opérations du Québec, de ses employés, de la technologie qui a été développée ici. Alors, si jamais on voit qu'on vulnérabilise la société, l'entreprise québécoise, on va rester probablement plus longtemps dans les marchés publics pour être défensif et protéger les intérêts de l'entreprise ici au Québec. On aime ça entendre ça. Absolument.
Moi, j'ai suivi là, à la lettre, puis je voulais laisser un petit peu de temps s'il y avait une question. D'abord, je vous remercie parce que vraiment, c'est occupé, ça se peut plus. Donc, le temps de venir nous parler, on apprécie. Il nous manquait la caisse de dépôt, mais ils ont été pris dernière minute dans un mandat. Alors, ils ont dû nous faire faux bon. Ça sera partie remise. Merci beaucoup. Et puis, j'invite la salle, si jamais il y a... Bon, j'ai peut-être le temps pour au moins une question. De toute façon, vous resterez après. Messieurs seront là pour discuter avec vous. Oui? J'aimerais juste savoir à combien nos panélistes évaluent une compagnie pour qu'elle puisse aller IPO à la bourse. Ah, au niveau de la valorisation. Ça va être le panel de cet après-midi, ça. C'est ça. Souvent, moi, je ne suis pas un investment banker, mais dans le temps qu'on faisait des mises en bourse en capital de risque, il y avait ce qui drivait souvent, c'est quoi la capitalisation de l'équité minimale qui fait en sorte que le marché institutionnel qui va acheter vos titres, parce que le retail, c'est une chose, oui, mais il faut avoir un volume. Il faut permettre aux gens d'entrer et de sortir. Et ça prend un minimum de capitalisation boursière pour atteindre ça. Les chiffres ont peut-être évolué dans le temps, là, je vous demanderai aux spécialistes, mais je pense qu'il faut regarder c'est quoi le minimum de capitalisation boursière. À l'époque, c'était 200 millions. Oui. Ça a peut-être changé depuis, mais en bas de 200 millions de valeur d'équité, ça devient extrêmement difficile d'avoir un titre qui se transige. Ouais. Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens rentrent dedans, ne sont plus qu'à le sortir, puis ça, c'est le vallée de la mort, c'est le kiss of death, parce que vous avez les joueurs privés, ils disent « Pourquoi j'investirais? Tu es allé public, c'est hors mandat. » Les institutionnels n'achètent plus, ils n'achèteront pas d'émissions nouvelles. Là, à ce moment-là, ça devient très difficile.